Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le choix du symbole d'habilitation. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner des éléments pour habiliter les travailleurs en fonction de leur activité et en conséquence de leur donner la formation adaptée. Ce webinaire prendra la forme d'une présentation PowerPoint que nous serons deux à co-animer. Elle sera interrompue avec des mini-sondages pour que vous puissiez répondre à quelques questions en direct. Et sachez également que la vidéo sera disponible tant sur le site internet de l'INRS que sur la chaîne YouTube de l'INRS dans les jours à venir. Vous avez été nombreux à nous poser des questions également. Il y aura une foire aux questions avec toutes les réponses à ces questions disponibles également sur le site internet. Alors, la co-animation, donc ce sera Sandrine Hardy, donc moi-même, ainsi que mon collègue Mimoun Jalad. Nous sommes tous deux experts en prévention du risque électrique à l'INRS et nous sommes en charge de répondre à toutes vos questions sur la prévention du risque électrique. Au sommaire aujourd'hui, programme très chargé, on en a pour environ 1 heure. Les 3 premiers quarts d'heure seront consacrés à la présentation et au passage en revue des différents symboles. Donc d'abord les règles générales, puis les symboles opération par opération. Et le dernier quart d'heure sera consacré à des questions que vous nous avez envoyées. Je commence tout de suite par les règles générales du choix du symbole d'habilitation. Alors, un petit rappel tout d'abord sur la démarche d'habilitation en 4 questions. Alors, pourquoi habiliter les travailleurs? La première réponse qui vient souvent à l'esprit, c'est pour répondre à une obligation réglementaire, mais pas seulement. Ce qui nous importe plus, nous, c'est pour s'assurer que les travailleurs sont avertis et formés à la sécurité. Et je vous rappelle également que l'habilitation, elle vient en complément des autres mesures de prévention. Habiliter permet de s'assurer que les opérateurs ont les compétences, mais ça ne garantit pas toute la sécurité. Autre question, qui doit être habilité? Alors là, c'est défini dans le Code du travail. Ce sont les travailleurs qui réalisent des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, que ce soit des opérations d'ordre électrique ou non électrique. Et un petit rappel sur qui habilite, c'est l'employeur qui habilite. On entend parfois que c'est l'organisme de formation, mais ce n'est pas le cas du tout. C'est vraiment l'employeur qui doit habiliter ses salariés, sauf dans le cas des travailleurs intérimaires, où dans ce cas-là, c'est l'entreprise utilisatrice qui va délivrer le titre d'habilitation. Alors, tous ces points sur l'habilitation et sur la démarche sont présentés dans notre brochure INRS ED 6127, l'habilitation électrique. Alors, on va commencer par un petit sondage. Donc, il y en aura plusieurs tout au long de cette session. Donc, vous avez environ 10 secondes pour répondre. Connaissez-vous la brochure INRS ED 6127? Alors, je vois que vous nous répondez. Donc, je vous rappelle que cette brochure, comme toutes les brochures, sont disponibles en téléchargement gratuit sur le site internet de l'INRS. Alors, je vois que vous êtes 56% à connaître cette brochure, donc c'est très bien. On va pouvoir donc rentrer vraiment dans le choix du symbole. Pour les 43% restants, je vous invite vraiment à la consulter parce que le choix du symbole n'est qu'une partie de la démarche d'habilitation et tout le reste est décrit dans la brochure. Alors, quel symbole? Eh bien, on va voir que le choix du symbole il tient compte de l'activité du travailleur et de l'environnement électrique. Alors, un symbole, ça peut parfois paraître, un symbole d'habilitation, ça peut parfois paraître un peu compliqué. Il y a 3 caractères. Et donc, on va voir un peu comment on définit ces 3 caractères. Et il faut savoir aussi que tous les symboles sont décrits dans la norme NFC 18510, qui est disponible auprès de la FNOR et qui est quand même cité comme document de référence par le Code du travail. Donc, je vous le disais, le symbole d'habilitation est choisi en fonction de l'activité du travailleur et de l'environnement électrique. Il ne dépend pas de la fonction ni du statut hiérarchique du travailleur, mais bien de son activité, donc de ses tâches à réaliser. Alors, on va commencer par le
l'environnement électrique, avec tout d'abord les domaines de tension. Donc, on va prendre en compte la tension d'alimentation de l'installation pour définir la première lettre du symbole d'habilitation. Donc, il y a 4 domaines de tension qui sont définis, la très basse tension, la basse tension, la haute tension A et la haute tension B. La première lettre du symbole va permettre de dire si on travaille en haute tension ou en basse tension. Donc, lettre B ou lettre H. Et voilà. Pour poursuivre sur l'environnement électrique, on va aborder maintenant la notion de distance. Il y a 4 distances qui sont définies, alors soit dans la réglementation, soit dans la norme, et qu'il est important de connaître pour savoir dans quel environnement électrique on se trouve, et donc s'il y a besoin ou non d'une habilitation. Alors, la première distance que vous voyez ici, c'est la distance limite d'investigation. Alors, je précise bien sûr qu'une distance, c'est toujours par rapport à une pièce nue sous tension. Donc, comme on voit représenté ici, s'il n'y a pas de pièce nue sous tension, il n'y a pas de voisinage et donc pas nécessité d'habilitation. Donc, la première distance ici, c'est la distance limite d'investigation. C'est la distance à partir de laquelle je me pose des questions et j'analyse le risque électrique. Et ensuite, plus j'approche de la pièce nue sous tension, plus le risque va être important et on va arriver jusqu'à la distance limite de voisinage simple. Alors, cette distance limite de voisinage simple, c'est celle à partir de laquelle une habilitation est nécessaire. Donc, elle est ici et elle est définie réglementairement. Une fois que j'ai franchi cette zone, j'arrive dans la zone de voisinage qui est divisée en 2 parties, le voisinage simple et le voisinage renforcé, avec entre les deux la distance limite de voisinage renforcé. Et enfin, lorsque j'approche de la pièce nue sous tension, donc c'est ce qu'on appelle la distance minimale d'approche, j'arrive jusqu'à la zone des travaux sous tension. Donc, zone évidemment la plus dangereuse et où bien sûr une habilitation sera requise. Donc voilà, 4 distances à retenir, distance limite d'investigation, distance limite de voisinage simple, distance limite de voisinage renforcé et distance minimale d'approche. Alors ces distances, elles sont définies donc numériquement en fonction de la tension d'alimentation de l'installation. Donc vous avez ce tableau-là qui récapitule toutes ces distances en fonction de la tension. Donc la tension est représentée sur l'axe vertical, la distance sur l'axe horizontal. Et ça va nous permettre de définir le 3e caractère du symbole d'habilitation. Donc si je suis dans la zone d'investigation, je n'ai pas besoin d'être habilité, mais dès que je m'approche, je vais devoir être habilité. Et si je suis dans la zone de voisinage renforcé, là, il va me falloir un symbole V en 3e caractère. Et si je m'approche encore plus dans la zone des travaux sous tension, il faudra que j'ajoute le symbole T la lettre T à mon symbole d'habilitation. Et une petite remarque, comme vous voyez ici, en basse tension, la zone de voisinage renforcé et la zone des travaux sous tension sont confondues. Donc voilà pour l'environnement électrique. Il y a quand même un petit cas particulier, c'est pour certains locaux qu'on appelle les locaux ou emplacements à risque particulier de choc électrique. Donc là encore, c'est une notion réglementaire. Et pour ces locaux qui sont donc dédiés à la production, la conversion ou la distribution d'électricité et où la protection ne peut pas être totalement assurée, en tout cas elle va être assurée par obstacle ou éloignement, mais donc ça peut être facilement contourné. Pour ces locaux-là, une habilitation est obligatoire pour y pénétrer. Donc ça, c'était pour l'environnement électrique. On va passer maintenant à l'activité du travailleur. Donc c'est le 2e critère qui permet de définir le symbole. Alors pour ça, un petit peu de vocabulaire sur les opérations. Donc les opérations sont les activités qui sont exercées soit sur les installations électriques, soit dans un environnement électrique. Et il y a une différence fondamentale entre les opérations d'ordre électrique et les opérations d'ordre non électrique. Les opérations d'ordre électrique, ça va concerner vraiment les parties actives de l'installation, donc les isolants, la continuité des masses, ainsi que tout ce qui est conducteur de protection. Par opposition, toutes les autres opérations sont dites d'ordre non électrique.
Donc, quelques exemples là, que vous pouvez voir sur la diapositive. Si je mesure une tension, c'est une opération d'ordre électrique. De même, si je remplace une lampe. Pour les opérations d'ordre non électrique, on a des activités de livraison, de peinture. Si je fais la peinture au génie civil dans un poste électrique, c'est une opération non électrique dans un environnement électrique. Donc ça, c'est la première distinction entre donc, les opérations d'ordre électrique et d'ordre non électrique. Et il y a une deuxième distinction qui est faite dans la norme où on va vraiment parler pour les opérations de travaux, d'intervention ou d'opérations spécifiques. Et ce type d'opération, donc travaux, interventions ou opérations spécifiques, c'est ce qui va permettre de définir le deuxième caractère du symbole d'habilitation. Donc, pour les opérations non électriques, elles sont toujours réalisées dans le cadre de travaux. Pour les opérations d'ordre électrique, on a trois types différents. Donc, soit les travaux qui peuvent être des travaux hors tension ou des travaux sous tension, soit les interventions, soit les opérations spécifiques. Et vous avez en bas de la diapositive l'ensemble des symboles qui correspondent aux différents types. Donc voilà tous ces symboles. Donc une fois ces deux règles générales exposées, donc que ce soit l'activité du travailleur ou l'environnement électrique, on va passer en revue les différentes opérations, les types d'opérations et donc les symboles d'habilitation associés. Donc, je vais commencer d'abord par les travaux d'ordre non électrique. Donc, que voici. Alors, pour les travaux d'ordre non électrique, le deuxième symbole, c'est le chiffre 0. On entend quelquefois la lettre O. Ce n'est pas la lettre O, c'est vraiment un chiffre. Donc, le oboe n'existe pas, c'est du H0 ou B0. Donc, la construction du symbole lors de travaux d'ordre non électrique. Donc, le premier caractère, c'est B ou H selon le domaine de tension. Le deuxième caractère, le chiffre 0 pour les travaux d'ordre non électrique. Et le troisième caractère V si les opérations ont lieu au voisinage renforcé, donc dans la zone de voisinage renforcé que je vous ai montré tout à l'heure. Et en plus, on peut avoir un attribut en fonction du rôle que joue l'opérateur. S'il est chargé de chantier, donc s'il assure la direction des travaux d'ordre non électrique, on va avoir l'attribut chargé de chantier. Et s'il est exécutant, l'attribut exécutant. Alors, on va refaire un mini sondage. Je vous disais donc les symboles B0 et H0V sont pour les opérations d'ordre non électrique. Est-ce que vous saviez que ces symboles ne sont pas adaptés pour les opérations d'ordre électrique, telles que le changement d'ampoule par exemple? Alors, je vous laisse répondre. Donc, deux options, un oui ou non. Je pense que vous avez compris le principe. Alors, je vais maintenant clore le sondage. 72% d'entre vous ont répondu oui, donc c'est très bien. Les symboles B0 et H0 ne sont pas adaptés pour les opérations d'ordre électrique, donc pas adaptés notamment pour les changements d'ampoule. Alors, un petit tableau de synthèse maintenant sur les travaux d'ordre non électrique. Alors, je vais commencer par la droite du tableau sur les opérations hors voisinage. A priori, elles ne nécessitent pas d'habilitation vu qu'on est hors voisinage. Ceci dit, on peut quand même habiliter pour les opérations concourant à l'exploitation et la maintenance, on peut habiliter le chargé de chantier, donc avec les deux symboles B0 ou H0 chargé de chantier, pour qu'il puisse recevoir l'attestation de consignation. Au voisinage simple, il faut savoir que les opérations qui ne concourent pas à la maintenance ou à l'exploitation sont interdites. Donc, par conséquent, elles sont également interdites au voisinage renforcé ou dans la zone des TST. Ça, c'est un point important. Si l'opération ne concourt pas à l'exploitation ou à la maintenance de l'installation électrique, on n'a pas le droit de faire ces opérations dans les zones de voisinage. Alors, je reviens maintenant vers les locaux ou emplacements à risque particulier. Lorsqu'on réalise une opération d'ordre non électrique dans un local à risque particulier de choc électrique, on peut y entrer sans être habilité,
à condition d'une part d'avoir été informé par une instruction de sécurité notamment, et de plus que les travailleurs soient placés sous la surveillance constante d'une personne habilitée. Et ce surveillant, il doit être habilité à minima B0 ou H0V, H0 ou H0V. Donc voilà pour les travaux d'ordre non électrique. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Mimine Jalad qui va vous parler des symboles pour travaux d'ordre électrique. Merci Sandrine. Bonjour à tous, donc, je suis Mimine Jalad, expert conseil dans le domaine du risque électrique et des équipements de travail. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et je vais donc vous présenter les opérations d'ordre électrique. Avant de commencer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler quelques notions fondamentales de base qui vous permettront une meilleure compréhension du reste du webinaire. Donc, lorsqu'on parle de personne habilitée, on parle d'une personne qui a été reconnue compétente par son employeur. Mais une personne habilitée peut être une personne avertie ou une personne qualifiée. Alors, qu'est-ce qu'une personne avertie? C'est une personne qui n'aura pas de compétences techniques dans le domaine de l'électricité. Donc, ce ne sera pas un électricien, comme on a tendance à l'appeler de base, pas de compétences dans le domaine de l'électricité. Par contre, c'est une personne qui aura été avertie vis-à-vis du risque électrique. Donc, ce sera une personne qui sera compétente pour déterminer si un risque électrique existe ou pas. La personne qualifiée, donc la personne qualifiée, c'est l'électricien, hein, la personne qu'on nomme typiquement électricien, c'est une personne qui aura eu une formation, une expérience dans le domaine de l'électricité qui sera à même d'identifier un risque électrique et éventuellement de le prévenir. Donc seules les personnes averties et les personnes qualifiées peuvent être habilitées par leur employeur. Donc c'est bien la reconnaissance d'une compétence pour pouvoir travailler en sécurité vis-à-vis du risque électrique. L'habilitation n'est pas une qualification. Donc avoir suivi une formation en habilitation électrique ne fait pas d'une personne ordinaire une personne qualifiée. C'est une des questions que nous avions reçues pendant ces inscriptions webinaires. Donc, autre notion fondamentale, importante à comprendre dans le cadre du risque électrique, c'est l'indice de protection. Ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Donc l'indice de protection, c'est un code qui est normé par une norme, la NFEN 65129, et qui va indiquer en fait la protection du matériel. Donc il est composé de plusieurs chiffres et de lettres optionnellement. Donc là, le premier chiffre composant ce code IP correspond à la pénétration des poussières ou des corps solides dans l'appareil. Le second chiffre correspond à la pénétration des liquides. Et ensuite, optionnellement, on va avoir une première lettre qui va correspondre aux accès aux parties dangereuses et une deuxième lettre, toujours en option, qui donnera des indications spécifiques. Donc, vis-à-vis du risque électrique, un risque qui nous intéresse aujourd'hui, les indices de protection qui sont à retenir seront l'IP2X ou l'IPXXB dans le cas de la basse tension. Donc, ces codes minimaux nous permettent de savoir qu'on n'a pas de risque d'accès à des pièces sous tension, dans la basse tension, et au niveau de la haute tension, ce sera donc l'IP3X ou l'IPXXC. Voilà. Donc nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet concernant les opérations électriques. Donc encore une fois, beaucoup de questions de votre part concernant les opérations qui peuvent être réalisées sans être habilitées. Alors c'est ce que nous avons appelé des opérations simples. Attention, cette définition, c'est une proposition qu'on vous fait dans le cadre du webinaire, ce n'est pas une définition qui est normée ou réglementée. Donc les opérations ordinaires, les opérations simples, pardon, ce sont des opérations ordinaires n'exposant pas l'opérateur à un risque de contact direct électrique. Donc il est important que les personnes soient averties pour réaliser ce type d'opération. Les personnes averties seront compétentes pour identifier s'il existe ou non un risque électrique. Donc parmi ces opérations simples, on va commencer par la plus simple, ça va être l'usage d'appareils électriques. Donc l'usage normal d'appareils électriques ne nécessite pas d'habilitation. En effet, ces appareils ont été mis sur le marché conformément à une réglementation, à des normes, donc ils préviennent, ils sont intrinsèquement sûrs, ils préviennent un risque de contact avec des pièces mises sous tension. Donc ça peut être l'usage d'ordinateurs, d'imprimantes, ça peut être également l'usage d'outillage, typiquement un outillage électroportatif, hein, comme c'est indiqué en illustration dans la diapositive, donc une meuleuse, une perceuse à colonne. Ça peut être également l'usage d'appareils de mesure, un vérificateur d'absence de tension, un appareil de mesure ne nécessite pas en soi une habilitation. Toutefois, l'usage qui sera fait de l'appareil, donc l'opération qui sera faite avec l'appareil, nécessitera peut-être de se poser la question sur l'habilitation. J'utilise une disqueuse, je couple un câble électrique,
potentiellement elle peut être sous tension, il faudra peut-être que je sois habilité pour réaliser cette opération. L'exemple d'un appareil de mesure est encore plus parlant, hein. L'appareil de mesure en soi est sûr, je vais sûrement réaliser une mesure sur des pièces nues sous tension, il faudra que je sois habilité. Donc dans les opérations simples, ne nécessitant pas non plus d'habilitation, mais toutefois il faudra que la personne soit avertie, on va retrouver des opérations très, très ordinaires, hein. Typiquement le remplacement d'une ampoule. Donc ce qu'on appelle ampoule, lampe, ça peut être aussi un néon, ça peut être un éclairage d'une façon générale. Donc cette opération ne nécessitera pas d'habilitation si l'indice de protection, IP2X ou IPXB, en basse tension est respecté. Le réarmement d'un dispositif de protection, un disjoncteur par exemple, ne nécessitera pas non plus d'habilitation si l'indice de protection est respecté. IP2X en basse tension, IP3X en haute tension. Le remplacement à l'identique d'un fusible, important à l'identique d'un fusible, donc dans le domaine de la basse tension sur les installations. Donc si le porte-fusible est IP2X et qu'il protège contre le risque de projection de métal en fusion en cas de réarmement du fusible sur un court-circuit, à ce moment-là, on pourra également réaliser cette opération sans être habilité. Toutefois, la personne devra être avertie. Alors en basse tension, je précise, ça ne concerne que les installations. Concernant les ouvrages, il faudra être habilité B2T ou B2B. Donc attention bien entendu au matériel détérioré, c'est pour ça qu'il est important que les personnes soient averties. Elles seront à même d'identifier si elles peuvent intervenir en sécurité ou non. Donc attention au matériel détérioré. Bien entendu, comme vous l'avez exposé Sandrine, ces dispositifs ne doivent pas être situés dans des locaux à risque particulier de choc électrique. À ce moment-là, il faudra être habilité pour intervenir. Donc voilà concernant les opérations dites simples ne nécessitant pas d'habilitation. Personnel averti suffira. Alors une question donc dans le cadre du sondage, saviez-vous qu'il est possible de réaliser des opérations d'ordre électrique sans être habilité? Une dizaine de secondes pour y répondre. Voilà, donc la majorité d'entre vous ne le savez pas, vous le savez aujourd'hui, donc personne non habilitée, mais attention, personne avertie, très important. Ce n'est pas une personne ordinaire qui réalise ce type d'opération. Donc poursuivant dans notre webinaire, nous allons maintenant parler des travaux d'ordre électrique. Comme vous l'a présenté Sandrine, au niveau des opérations électriques, il y a 3 types d'opérations, les travaux, les interventions, les opérations spécifiques. Donc nous allons commencer par les travaux hors tension, bien entendu. Alors, les travaux doivent être réalisés hors tension. C'est du bon sens, bien entendu, mais c'est également la réglementation qui le dit. Je veux prévenir le risque électrique, la meilleure façon que j'ai de le prévenir, c'est de supprimer le risque à la source, donc de supprimer la tension. Donc on va parler de consignation, on y reviendra. Donc travailler hors tension, aussi bien sur l'installation, sur l'équipement, mais également dans la mesure du possible au niveau du voisinage. Quand il est possible de mettre hors tension le voisinage, on réalise cette opération. Donc comment se déroulent ces travaux? On va avoir différents acteurs qui vont rentrer en scène, certains qui vont vous parler, d'autres peut-être moins. Alors premièrement, le chef d'établissement, le chargé d'exploitation électrique, le chargé de consignation, le chargé de travaux et les exécutants. Donc toutes ces personnes-là se coordonnent pour pouvoir réaliser une prévention correcte lors des opérations électriques. Alors commençons par le chef d'établissement. Quel est son rôle? Il est responsable de l'organisation et de la sécurité liée à l'ouvrage ou l'installation de son établissement. Donc c'est lui qui doit assurer la sécurité. C'est une personne qui n'est pas forcément qualifiée pour réaliser ce type d'activité, donc il va se faire aider par des personnes compétentes. Donc soit par délégation à un chargé d'exploitation électrique, soit par contrat, il fera réaliser ces opérations pour une entreprise extérieure. Entreprise extérieure qui respectera les mêmes consignes, les mêmes règles d'organisation, c'est-à-dire définir un chargé d'exploitation, des chargés de travaux, des exécutants. Ensuite, donc, le chargé d'exploitation électrique. Donc, le chef d'établissement a délégué au chargé d'exploitation électrique la sécurité électrique de l'établissement. Donc, lui, ça va être un petit peu le monsieur sécurité électrique de l'établissement. Il va être chargé d'assurer les opérations d'exploitation, alors que ce soit la conduite, l'exploitation, la maintenance de l'installation, ce sera lui qui assurera tout ça, qui coordonnera tout ça. Donc c'est une personne qualifiée en électricité, mais qui ne sera pas forcément habilitée.
pas quelqu'un qui réalisera des opérations électriques, donc il ne sera pas forcément habilité, mais ce sera une personne qualifiée. Donc c'est la personne qui aura la vue en permanence de l'état des installations, c'est lui qui donnera les autorisations d'accès pour que les individus puissent intervenir, ce sera lui qui déclenchera les consignations, voilà, donc c'est vraiment lui qui organise tout ça. Donc nouveau sondage concernant ce chargé d'exploitation électrique, c'est peut-être pas un rôle que vous connaissiez. Donc on lance un nouveau sondage. Connaissez-vous l'existence du chargé d'exploitation électrique? Ben, la majorité d'entre vous ne savez pas que ce chargé d'exploitation électrique existait, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, désigner un chargé d'exploitation électrique compétent dans votre établissement si vous en avez besoin. Continuons sur concernant les différents acteurs des travaux. Alors, on a le chargé de consignation, donc symbole BC ou HEC en fonction du domaine de tension. Ce sera une personne qualifiée, habilitée et désignée par son employeur. Donc, il sera en charge également d'assurer la sécurité lors de la consignation, la sécurité des installations. Donc, en quoi consiste la consignation? Rapidement, c'est des questions qu'on a eues dans le cadre de ce webinaire également. La consignation, c'est une opération conduisant à la mise en sécurité des installations. Donc, c'est une opération qui se fait en 5 étapes. Première étape, la séparation. Seconde étape, la condamnation. Troisième étape, l'identification. Quatrième étape, la vérification d'absence de tension. Et enfin, la mise à la terre et en court-circuit. Comme vous le constatez, la condamnation est une étape de la consignation. La condamnation n'est pas la consignation. Bon, une fois que nos installations sont consignées, il va falloir intervenir sur ces installations pour réaliser les travaux. Donc, ce sera le rôle du chargé de travaux. Donc, le chargé de travaux, symbole B2 ou H2, B2V, H2V si on travaille au voisinage renforcé. Donc, ce sera une personne qualifiée, habilitée, désignée par l'employeur, encore une fois, qui assurera la direction effective des travaux. Donc, c'est un encadrant. Il prendra les mesures pour assurer sa propre sécurité, mais également la sécurité des autres personnes. Il sera responsable de la sécurité sur le chantier en amont des travaux. Durant les travaux, il sera notamment chargé de réaliser la surveillance des personnes intervenantes. Et à la fin de l'exécution des travaux, il assurera également cette sécurité. Il vérifiera que tout le monde s'est bien replié, qu'il n'y a pas d'outils qui traînent dans les armoires électriques, par exemple. C'est lui qui a cette responsabilité-là. Voilà. Donc habilité H2B2, H2V, B2V, et il ne peut intervenir que à réception de l'attestation de consignation de la part du chargé de consignation. Il ne réalise jamais de travaux sur des pièces nues sous tension. Et enfin, l'exécutant. Donc l'exécutant, qui est-il? Donc symbole B1, H1 ou B1V, H1V, s'il travaille au voisinage renforcé. Donc c'est encore une fois un électricien, donc une personne qualifiée, habilitée désignée par son employeur. Il ne travaillera jamais seul, il travaillera toujours sur la responsabilité d'un chargé de travaux. Il sera chargé de sa propre sécurité, il devra porter les EPI, utiliser des outillages adaptés. Il ne prend pas d'initiative, il ne réalise que des opérations dont il a reçu l'ordre de réaliser ces opérations. Il pourra assurer la surveillance du chantier sur ordre et désignation du chargé de travaux, si elle a les habilitations adéquates. Donc voilà. Donc H1, B1 en fonction du domaine de tension, H1V, B1V s'il est au voisinage renforcé. Encore une fois, on travaille hors tension, donc il ne réalise jamais de travaux sur des pièces nues sous tension. Je vais rendre l'antenne à Sandrine qui va vous présenter donc les interventions. Alors oui, je reprends la parole sur les interventions. Donc on a vu dans les opérations d'ordre électrique, on peut avoir des travaux, des interventions ou des opérations spécifiques. Concernant les interventions, alors elles sont définies dans la norme et bien cadrées. Alors déjà, il faut savoir que les interventions n'existent qu'en basse tension ou en très basse tension, mais on n'a pas d'intervention en haute tension. Ces interventions, ce sont des opérations d'ordre électrique de courte durée et effectuées sur une faible étendue de l'installation électrique. Typiquement, l'intervention, c'est un dépannage d'une installation. C'est le cas le plus classique. Et on va voir qu'il existe 3 types d'interventions, les interventions élémentaires, les interventions générales et les interventions sur les installations photovoltaïques. Alors pourquoi les interventions? Parce qu'il n'est pas toujours possible de travailler totalement hors tension.
Notamment si on veut faire un dépannage, la recherche de défauts, on a peut-être besoin de faire des mesures, donc on a besoin de la présence de tension. C'est pour ça que ce type d'opération a été défini. Alors, petite question, toujours sous la forme du mini-sondage que vous commencez à connaître. Connaissiez-vous la différence entre un travail et une intervention électrique ? Alors, je vois les chiffres évoluer pendant que vous votez. Alors, eh bien, les 2/3 d'entre vous ne connaissiez pas cette distinction. Donc voilà, les travaux, on a dit, il y a soit les travaux hors tension, soit les travaux sous tension. Les interventions sont là pour pouvoir travailler en présence de tension, dans certains cas. Et on va voir que les symboles d'habilitation ne sont donc pas les mêmes. Alors, je commence par les interventions élémentaires, intervention basse tension élémentaire. Le symbole est le symbole BS. Donc, la personne qui les réalise est un chargé d'intervention BT élémentaire. Ces interventions, elles sont limitées vraiment à une liste d'opérations qui est rappelée sur la diapositive, parmi laquelle on trouve le remplacement à l'identique d'un fusible, le remplacement à l'identique d'une lampe ou d'un accessoire d'appareil d'éclairage, le raccordement d'un matériel à un circuit en attente ou le réarmement d'un disjoncteur, dispositif de protection. Toujours dans un environnement qui garantit la sécurité de l'opérateur. Je rappelle bien que c'est une liste exhaustive, donc si on fait une opération qui n'est pas dans cette liste, le symbole BS ne sera pas adapté. Et l'intervention BT élémentaire a des limites, notamment en matière d'environnement. Donc, ce sont des interventions qui sont réservées aux circuits terminaux des installations, avec des limites en tension, donc 400 volts en courant alternatif. Et il faut surtout que ce circuit terminal soit protégé contre les courts-circuits par un dispositif de protection de courant assigné inférieur ou égal à 32 ampères en alternatif. Alors, si vous voulez plus de précision sur les interventions BT élémentaires, ça se trouve dans la norme NFC 18510. Je précise que pour réaliser toutes les opérations qui entrent dans le cadre des interventions élémentaires, il faut faire une mise hors tension obligatoirement. Donc avant de changer une ampoule notamment, je mets hors tension. Autre type d'intervention, maintenant les interventions BT générales. Celle-ci, donc le symbole d'habilitation, c'est le symbole BR pour le chargé d'intervention BT générale. Et là, on va avoir des opérations plus variées. Ça peut être de la maintenance, du dépannage, de la mise en service partielle ou temporaire d'une partie d'installation. Et classiquement, dans une intervention BT générale, on a tout d'abord une recherche et une localisation de défauts. Ensuite, l'élimination des défauts, les réparations. Et enfin, les réglages et les vérifications du fonctionnement. Donc, c'est pas parce sur la partie élimination de défauts et réparation, il faut bien sûr que ce soit fait hors tension. C'est pas parce qu'on est BR qu'on peut travailler sous tension et qu'on doit oublier que la priorité est donnée aux travaux hors tension. Pour ça, d'ailleurs, le chargé d'intervention générale peut consigner pour son propre compte sans avoir à être habilité BC. Donc, le symbole BR lui permet de consigner pour son propre compte et pour son exécutant s'il en a un, puisqu'il a le droit d'avoir un seul exécutant qui lui sera habilité B1. Et il faut bien sûr que cette personne soit capable de gérer en temps réel l'enchaînement des tâches qu'elle réalise. C'est pour ça qu'il faut d'une part des notions, des compétences en électricité, mais aussi savoir analyser les risques en temps réel. Et là encore, les interventions générales sont limitées, donc on a des limites à ce symbole BR. En matière de tension d'alimentation, notamment pour les 500 volts, s'il s'agit de faire des connexions, déconnexions en présence de tension. Et on travaille toujours donc, sur des circuits donc, alimentés en basse tension et protégés contre les courts-circuits par un disjoncteur 63 ampères en courant alternatif. Alors, dernier type d'intervention maintenant sur les installations photovoltaïques. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur ce symbole, mais sachez quand même qu'il existe. Il y a même 2 symboles d'habilitation pour intervention sur les installations photovoltaïques.
Alors, le premier, c'est le symbole d'habilitation BP qui concerne l'installation initiale d'une chaîne photovoltaïque. Et lui, il est limité à un certain nombre d'opérations qui figurent sur la diapositive. Et le second symbole, c'est le symbole d'habilitation BR photovoltaïque, donc qui lui est chargé d'intervention avec un attribut spécifique photovoltaïque. Il peut travailler avec un exécutant habilité BP et il a lui aussi une liste exhaustive d'opérations qu'il peut réaliser. Donc voilà pour les 3 types d'interventions. Vous pouvez le voir sur la fiche juste derrière nous, on a rappelé, pas d'intervention sans habilitation. Je passe maintenant aux opérations spécifiques et donc pour cela, je rends la parole à Mimoun. Donc en effet, les opérations spécifiques, donc au niveau des opérations électriques, on vous a parlé des travaux, on vous a parlé des interventions. Donc dernier type d'opération électrique, les opérations spécifiques. Donc les opérations spécifiques, elles sont de 4 formes. Ça peut être des manœuvres, des vérifications, des mesurages ou des essais. Je vous ai mis quelques illustrations. Donc le réarmement d'un magnétothermique sur un moteur, c'est une manœuvre. Voilà. Donc vérification, mesurage, les images par elles-mêmes. Donc le symbole correspondant aux opérations spécifiques est BE ou HE, en fonction du domaine de tension. Par contre, ce BE ou HE, il doit obligatoirement être associé à un attribut. Donc l'attribut, ce sera manœuvre, vérification, mesurage ou essai. Le BE ou HE seul n'existe pas, ça ne veut rien dire. Donc un attribut obligatoirement. Attention, les opérations spécifiques ne sont pas destinées à modifier les ouvrages ou les installations. Si dans votre analyse d'activité, vous vous rendez compte que vous avez une modification d'ouvrage à réaliser, le symbole de chargé d'opération spécifique ne sera pas adapté. Enfin, ce symbole est exclusivement réservé aux personnes qui réaliseront ce type d'opération et pas d'autres. Un chargé d'opération spécifique ne pourra pas réaliser le changement d'une ampoule, par exemple. Donc, on va lancer un nouveau sondage concernant ces opérations spécifiques. Donc, saviez-vous que l'attribut est obligatoire pour les symboles BE et HE? Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Le sondage se stabilise. Donc, vous étiez 53% à ne pas savoir que l'attribut était obligatoire. Maintenant, vous le savez, vous pouvez corriger, le cas échéant, les habilitations qui ont été transmises à votre personnel. Donc, on va préciser un petit peu ce que sont les manœuvres, les mesurages, les vérifications, les essais. Alors, les manœuvres, on va retrouver 3 types de manœuvres. Les manœuvres d'exploitation, les manœuvres de consignation ou les manœuvres d'urgence. Concernant le BHE manœuvre, on va plutôt parler de manœuvres d'exploitation. Donc, ce seront les manœuvres conduisant à la modification de l'état de l'ouvrage ou de l'installation, la mise en marche, le réglage ou l'arrêt d'un équipement, le branchement, le débranchement d'un équipement, en sécurité bien entendu, ou la mise en marche ou l'arrêt de matériel. Donc ces manœuvres pourront être réalisées par une personne avertie, habilitée et désignée par son employeur. Donc personne avertie, ce ne sera pas forcément une personne qualifié en électricité, donc ce ne sera pas forcément un électricien, mais tu auras tout du moins été formé à ces opérations-là et habilité. Les opérations de mesurage. Donc ces opérations de mesurage, elles consistent en fait à réaliser des mesures physiques électriques sur les installations et les ouvrages, mais également des mesures d'autres grandeurs, température, humidité, bruit, au voisinage, dans l'environnement finalement des installations et des ouvrages. Donc pour réaliser ce type d'opération, il faudra peut-être charger mesurage, BE ou HE, en fonction du domaine de tension. Donc encore une fois, les BE mesurage sont des personnes qualifiées en électricité, habilitées, désignées par l'employeur. Ils sont vraiment près du risque, dans le cadre de leur mesurage, ils peuvent être au plus proche de pièces nues sous tension. Donc attention à la prévention, au port des EPI, toutes ces choses-là. Ensuite, nous avons les BEHE vérifications. Typiquement, c'est la personne qui vient faire le contrôle périodique de vos installations électriques. Voilà, il sera plutôt habilité BEHE vérification. Donc les vérifications, elles consistent soit à réaliser des vérifications techniques visuelles, ou alors à tester le fonctionnement de dispositifs de protection, typiquement un dispositif différentiel, réaliser également des mesurages, mesures d'isolement, ce genre de choses. Donc
la personne sera habilitée BE, HE, vérification en fonction du domaine de tension. Ce sont des opérations qui ne nécessitent ni démontage, ni remplacement, ni consignation, ni déconsignation. Attention, si on lise une de ces opérations, le symbole d'habilitation ne sera peut-être pas adapté. Dans le cas de ces vérifications, le chargé de vérification sera peut-être amené à ouvrir un armoire électrique, donc à exposer des tiers à un risque électrique. Donc il sera en charge de prévenir ces risques-là en mettant un balisage, en faisant le nécessaire. Donc c'est une personne qualifiée, habilitée, désignée par son employeur. Enfin, les essais. Donc les essais, ils consistent à vérifier qu'un ouvrage ou une installation fonctionne conformément à ses spécifications. Donc il existe 3 familles d'essais mettant en œuvre soit le principe des travaux. Dans ce cas-là, la personne devra être habilitée B2V essai ou H2V essai en fonction du domaine de tension. Ce sera une personne ayant les connaissances et les prérogatives d'un chargé de travaux. Chargé de travaux que je vous ai présenté un petit peu plus tôt dans le cadre de ce webinaire. Donc, il pourra réaliser des consignations pour son propre compte dans le cadre de ces essais. Ensuite, deuxième famille d'essais, ce sera les essais mettant en œuvre le principe des interventions. Donc, le chargé d'essai sera habilité BR. Donc, de la même façon, il devra avoir les connaissances et les prérogatives d'un BR, donc un chargé d'intervention générale. Il pourra également réaliser des consignations pour son propre compte dans le cadre de ces essais. Et enfin, si on n'est ni dans le cadre des travaux, ni dans le cadre d'intervention, donc ça peut être des essais sur plateforme, des essais sur des produits série, des essais dans une démarche qualité, à ce moment-là, le symbole d'habilitation adéquat sera le BESC ou HESC en fonction du domaine de tension. Donc, ce seront des personnes également qualifiées en électricité, habilitées désignées par leur employeur. Ils auront également le droit de réaliser des consignations pour leur propre compte. Voilà. L'imbrication de ces différentes habilitations. Donc, le manœuvre, ben, c'est la personne qui a le droit de réaliser que des manœuvres. Ensuite, le mesurage pour réaliser en plus des manœuvres, des mesurages. La vérification, ben, il aura le droit de réaliser des vérifications en plus des mesurages et de manœuvres. Et enfin, le chargé d'essai, en plus de ces essais, pour réaliser tous les autres types d'opérations. Et il pourra même consigner pour son propre compte l'installation dans le cadre de ces essais. Donc voilà ce qui clôt les opérations. Vous avez présenté les travaux, les interventions, les opérations spécifiques. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu plus dans le détail les travaux en présence de tension. Alors, il ne faut pas confondre les travaux en présence de tension avec les travaux sous tension. Parfois, même amalgame est fait, ce n'est pas le cas. Dans les travaux en présence de tension, on va avoir des travaux voisinage de pièces nues sous tension, jamais au contact, et on aura bien entendu les travaux sous tension. Alors, concernant le voisinage, on va avoir 2 zones de voisinage, en basse tension ou en haute tension. Sandrine vous les a présentées précédemment, je vais les préciser. En basse tension, on sera en zone 4, donc c'est la zone rouge. Donc c'est un bandeau de 30 cm dans lequel on va réaliser des interventions de sous-tension en basse tension. Donc dans quel cas on peut réaliser ces opérations? C'est soit pour réaliser des opérations de nappage, soit pour réaliser des travaux, des interventions ou des opérations spécifiques, des mesurages notamment. Ce bandeau étant assez restreint, 30 cm, il faudra prendre toutes les mesures de prévention possibles pour éviter de rentrer en contact direct avec des pièces nues sous tension. Donc ça concerne la basse tension, donc la zone 4. Ensuite, on a quelque chose d'équivalent en haute tension, donc c'est la partie jaune du schéma, donc la zone 2. Donc là, il faudra être habilité H1V, H2V ou H0V si on réalise des opérations non électriques dans cette zone-là. Donc c'est la zone de voisinage renforcée haute tension. Dans cette zone, seules les opérations non électriques concourant à la maintenance ou à l'exploitation de l'installation sont autorisées. Toute autre opération est interdite. Dans cette zone, il faudra également définir un surveillant de sécurité de limite. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le voisinage. Et enfin, nous avons les opérations sous tension. Alors, les opérations au contact de pièces nues sous tension, elles ne doivent être réalisées que exceptionnellement. On fait en sorte de toujours travailler hors tension, à la mesure du possible. Donc, c'est des opérations qui vont amener à mettre une personne en contact avec une pièce nue sous tension, même potentielle, ou alors à travailler dans la zone de voisinage. Donc, le symbole d'habilitation sera complété par la lettre T pour les travaux sous tension ou la lettre N pour les nettoyages sous tension. Particularité de ces habilitations, la personne qui sera formée devra être formée par un centre agréé, donc soit par le comité des travaux sous tension
pour une habilitation pour intervention sur ouvrage, soit par le ministère du Travail pour les opérations sur les installations. La personne est bien entendu qualifiée, habilitée, désignée par son employeur, et le type d'habilitation est valable 1 an. Il doit être au maximum. Il doit être revu tous les ans. Attention, on pourrait croire que la personne habilitée pour travaux sous tension, donc avec le symbole TN, est par défaut habilitée pour les autres types de travaux. C'est faux, c'est vraiment deux opérations différentes avec des moyens de prévention différents. Donc si une personne est habilitée HAT et H1T et qu'elle réalise également des opérations hors tension, il faudra qu'elle soit également habilitée H1 ou H1V en complément. Voilà ce qui clôt toutes ces opérations, toute cette présentation. Je vais rendre la parole à Sandrine qui va vous faire un récapitulatif de tous ces symboles. Donc oui, je pense qu'un récapitulatif s'impose parce qu'il y a eu beaucoup d'informations dispensées là, pendant ces trois quarts d'heure. Alors, une petite synthèse tout d'abord sur la construction du symbole. Le premier caractère correspond au domaine de tension, donc B ou H, selon qu'on est en basse tension ou en haute tension. C'est la tension d'alimentation de l'installation qui est à prendre en compte. Ensuite, il faut prendre en compte le type d'opération pour définir le deuxième caractère. Donc, pour les travaux, on aura soit les chiffres 0, 1, 2 ou la lettre C pour le chargé de consignation. Pour les interventions, on aura les lettres S, R ou P. Et pour les opérations spécifiques, on aura la lettre E suivie obligatoirement d'un attribut. Enfin, le troisième caractère est défini en fonction de l'environnement électrique. Si on est dans la zone de voisinage renforcé, il va falloir ajouter la lettre V. Et si on est dans la zone des travaux sous tension, il faudra ajouter la lettre T ou N. Et l'attribut permet de donner des informations sur le rôle du travailleur, selon qu'il est chargé de chantier ou exécutant, par exemple. Et je vous rappelle, il est obligatoire pour les opérations spécifiques. Alors, on nous a demandé dans les questions d'avoir un tableau récapitulatif des symboles, donc le voilà. Vous le trouvez dans la brochure ED 6127 dont je vous ai déjà parlé. C'est vraiment le même tableau, hein, c'est un extrait. Et une petite précision, si jamais on n'entre pas dans les cases, ça peut arriver parfois et qu'on ne trouve pas le symbole approprié, il est possible de créer soi-même son symbole, donc avec un symbole X pour les opérations spéciales. Mais c'est un symbole à utiliser avec précaution parce qu'il faut bien sûr définir toutes les instructions de sécurité qui vont avec ces opérations et que le symbole soit bien cadré. Alors ensuite, les équivalences entre symboles, ça c'est quelque chose qu'on nous demande aussi souvent. Donc vous voyez le schéma qui est fait, c'est vraiment un schéma en silo. C'est-à-dire qu'en fonction du type d'opération, on a des équivalences, mais on n'a pas d'équivalence entre deux opérations de type différents. Donc on retrouve tous les types d'opérations, travaux d'ordre non électrique, travaux hors tension, travaux sous tension, intervention et opérations spécifiques, avec des imbrications. Et il faut savoir aussi qu'il n'y a pas d'équivalence entre le B et le H. Donc en fait, on pourrait multiplier par 2 ce schéma, une fois en basse tension, une fois en haute tension. Mais si je vous donne un exemple, pour les interventions, par exemple, un chargé d'intervention générale qui est habilité BR n'a pas besoin d'être habilité BS parce que ce symbole est inclus dans celui du BR. Alors, pour conclure sur cette partie informative, donc vous l'avez vu, il y a une grande diversité de symboles. Et s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait celle-là, c'est que le choix du symbole se fait en tenant compte de l'activité du travailleur et de l'environnement électrique dans lequel celui-ci évolue. Et je profite de cette conclusion pour vous rappeler que le choix du symbole n'est qu'une étape dans la démarche d'habilitation. Il faudra bien sûr délivrer la formation adaptée, délivrer le titre d'habilitation et l'accompagner d'un carnet de prescription. Ça, c'est obligatoire, c'est dit dans le Code du travail. Et qu'il faudra ensuite, bien sûr, mettre à disposition des travailleurs tout ce qui est matériel, équipement de protection collective et individuelle nécessaire. Et enfin, l'habilitation n'est pas une autorisation pour travailler en danger. Elle vient vraiment en complément des autres mesures de prévention. Et parmi ces mesures de prévention, on trouve bien sûr la conformité des installations avec la vérification de leur maintien en état.
Donc voilà pour cette partie information. On va passer maintenant aux questions que vous nous avez posées. Alors bien sûr, on ne peut pas répondre à toutes les questions, donc on en a sélectionné quelques-unes. Les autres questions et leurs réponses seront disponibles sous forme d'une foire aux questions voilà, sur le site internet. Donc je laisse Mimoun répondre aux premières questions. Alors, la première question, le choix a été fait par rapport au nombre de questions sur le sujet qu'on a reçu, et également par rapport à la pertinence des questions, pour en faire profiter le plus de monde. Donc première question, est-il préférable d'avoir 1 à 2 personnes avec un niveau d'habilitation à spectre large ou un spectre plus restreint pour tous? Alors dans le principe de prévention, on va commencer par éviter d'exposer des personnes au risque. Donc on va minimiser le nombre de personnes qu'on va exposer au risque. Donc plutôt qu'habiliter 150 personnes, on va plutôt en habiliter 5, enfin le nécessaire pour une exploitation de l'installation, mais on va essayer de minimiser le nombre de personnes qu'on va habiliter qui sera donc amené à être exposé au risque électrique. D'autant plus que l'habilitation, ça a un coût également. Il faut mettre en place une organisation, il faut faire passer des formations, faire des recyclages de formations, il faut donner des EPI, il faut suivre ces EPI. Donc tout ça peut avoir un coût. Concernant le spectre, ça sera complètement lié à l'analyse de l'activité. Il ne sert pas à grand-chose d'habiliter quelqu'un H2T, donc chargé de travaux sous tension, si on n'a pas d'installation de tension dans son établissement ou si on réalise jamais des travaux sous tension. Donc c'est vraiment lié à l'analyse de l'activité, strict nécessaire. Seconde question, donc quelle habilitation électrique pour intervenir dans un data center? J'y ai partiellement répondu en fait lorsque je vous ai présenté les opérations ne nécessiteront pas d'habilitation mais nécessitant que la personne soit avertie. Généralement, alors dans 90%, les data centers sont équipés d'équipements du commerce, donc des serveurs, des ordinateurs qui sont par conception intrinsèquement sûrs. Donc il n'y a pas d'accès à des pièces sous tension et qui sont branchées sur des prises de secteur de 120 volts telles qu'on peut avoir à la maison, donc prises de type domestique. Donc dans ce cas-là, on n'est pas exposé à un risque électrique direct, pas nécessité d'être habilité, toutefois les personnes devront être averties. Troisième question, quelle est la limite d'activité des BS par rapport aux PE manœuvres? Donc je vous ai donné les éléments de réponse dans cette présentation. Toutefois, en fait, le point commun, souvent, il y a une confusion qui est faite entre les deux, parce qu'ils ont un point commun, c'est que ce sont des personnes averties, pas forcément des personnes qualifiées. Donc, personnes averties, habilitées, désignées par leur employeur. Ils auront ce point-là en commun. Toutefois, le BS, il pourra réaliser des opérations complémentaires, changer des ampoules par exemple, enfin une liste bien précise d'opérations, alors que le BE manœuvre ne pourra réaliser que des manœuvres en basse tension, des manœuvres d'exploitation. Donc voilà les principales différences. Le BS devra en plus intervenir hors tension, systématiquement. Sandrine, je te laisse prendre la suite des questions. Alors, une question sur l'évolution de la norme. Donc, je vous dis, un document de référence, c'est la norme NFC 18510. Et on nous a demandé s'il y aurait des changements dans le champ d'intervention du BR, notamment, et dans l'ajout d'un symbole BFHF. Alors, tout ça, effectivement, il y a un amendement qui est en cours. Donc, ça se fait au sein de la commission U21 de l'AFNOR, pour modifier cette norme. Alors l'amendement n'a pas encore été publié, il est vraiment en cours de rédaction. Ce qui est prévu pour l'instant, c'est effectivement un changement du champ d'intervention du BR, avec notamment la problème de son, non c'est bon, c'est revenu. Oui, donc le champ d'intervention du BR sera modifié, avec notamment la suppression du seuil des 63 ampères, qui soulève beaucoup de questions de votre part. Et on aura également un nouveau symbole qui sera le BF ou HF, donc en basse ou en haute tension, pour tout ce qui concerne notamment le ripage de canalisation enterrée. Alors, ce qui m'amène à la suite de cette question, donc quelle est l'habilitation électrique pour des opérations à proximité des réseaux enterrés? Là encore, ça dépend de ce qu'on fait. Hein. Je l'ai répété quand même plusieurs fois lors du webinaire, le symbole dépend de la tâche à réaliser. Mais en complément à l'habilitation électrique, je vous rappelle que pour les opérations à proximité des réseaux enterrés, il y a ce qu'on appelle l'AIPR, donc l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux, qui vient vraiment en complément de l'habilitation électrique. Alors, suite des questions, là encore, on a eu plusieurs questions sur le sujet des batteries.
D'où ces deux questions. Donc, quel symbole d'habilitation pour intervenir sur des batteries stationnaires? Alors, les batteries stationnaires font partie des installations. Donc, le symbole d'habilitation va dépendre de ce qu'on fait sur ces batteries. Si je fais des opérations non électriques comme la manipulation de batteries et qui hors environnement électrique, ben, je devrais être habilitée avec le symbole 0. Sinon, en fonction des seuils de tension et de capacité des batteries, on peut avoir différents symboles qui vont du B1 au B1T ou B2, B2T. Et quel type d'habilitation pour intervenir sur les batteries de véhicules ou d'engins? Alors, il faut savoir qu'il y a une autre norme que la NFC 18510, qui est la NFC 18550, qui traite spécifiquement des batteries de véhicules ou d'engins. Donc, on n'en a pas parlé dans ce webinaire qui était vraiment axé installation, mais vous avez des symboles spécifiques aux opérations sur véhicules ou engins, donc ils ont la particularité de se terminer tous par la lettre L. Et nous avons également une brochure INRS qui est parue en début d'année sur le sujet. Donc, c'est l'équivalent de la brochure 6127, mais pour les opérations sur véhicules et engins. Ce qui m'amène à un écran sur les outils qu'on met à votre disposition, et donc notamment des brochures qui sont toutes disponibles donc, sur notre site internet. Vous y trouvez en particulier les deux brochures pour l'habilitation électrique, donc sur la démarche, donc sur les installations la 6127 et sur les véhicules et engins le D6313. Et on a également une brochure donc un peu plus épaisse qui concerne la réglementation. Donc l'ensemble des textes réglementaires relevant du Code du travail figurent dans cette brochure. Donc si vous avez besoin de textes réglementaires, tout est dedans. Et enfin, une brochure plus petite qui a un 4 pages sur l'évaluation du risque électrique et la préparation du travail qui s'adresse plus particulièrement aux personnes habilitées, que ce soit du B2 ou du BR, pour savoir les points essentiels auxquels il faut penser avant de travailler vis-à-vis du risque électrique. Donc voilà, il est maintenant temps de clore ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez été nombreux à vous suivre. Vous aurez bien sûr possibilité de revoir cette vidéo sur la chaîne YouTube de l'INRS et sur notre site. Et d'ici là, je vous dis à bientôt sur le site de l'INRS. Merci. Merci, à bientôt.